Stephen Guilbeault, ancien ministre fédéral de l'Environnement qui occupait depuis mars le poste de ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, claque la porte du cabinet de Mark Carney. Son départ survient quelques heures après la signature d'un protocole d'entente entre le premier ministre Mark Carney et la première ministre albertaine, Danielle Smith, visant à ouvrir la voie à un éventuel pipeline de bitume vers la côte ouest. Dans une déclaration publiée sur X, M. Guilbeault a affirmé que c'est une décision qu'il a prise avec grande tristesse, se disant en profond désaccord avec l'entente de principe entre le gouvernement fédéral et celui de l'Alberta. Il reproche notamment au gouvernement Carney de n'avoir mené aucune consultation avec les Premières Nations de la côte ouest, ni avec la Colombie-Britannique, qui seraient tous deux grandement affectés par cette entente. L'ancien militant écologiste et cofondateur d'Équiterre avait été nommé ministre de l'Environnement par l'ancien premier ministre Justin Trudeau, un portefeuille qui lui a été retiré au printemps par Mark Carney. Nous discuterons bien sûr du contenu de l'entente et des obstacles qui s'opposent à la construction d'un éventuel oléoduc, mais nous allons commencer ce soir avec ce coup de tonnerre à Ottawa. Avec moi pour en discuter, je reçois Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse, et Boris Proulx, correspondant parlementaire au Devoir. Bonsoir à vous trois, merci d'être là. Bonsoir. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Évidemment, un départ assez fracassant, c'est moins qu'on peut se dire. Votre réaction? C'est la première crise qui secoue le gouvernement Carney, ça faut le noter. Comment va se relever M. Carney de cette crise? Ça pourrait affecter sa crédibilité en matière de lutte au changement climatique. Et c'est le cœur de la décision de Stephen Guilbeault, parce qu'on renverse plusieurs des mesures qu'il avait participé à échafauder au sein du gouvernement de Justin Trudeau. Donc, c'est un coup dur, je pense, d'autant plus que M. Guilbeault occupait aussi les fonctions de lieutenant politique au Québec du premier ministre. Donc, il faudra trouver un nouveau ministre de l'Identité et de la Culture, mais aussi un nouveau titulaire de lieutenant politique. Donc, pour M. Carney, premier gros test de leadership. Il est en train d'utiliser son capital politique pour faire avancer un dossier qui est cher à l'Alberta, mais déjà, on voit qu'il y a un prix à politique à payer. Justement, là-dessus, Catherine, qu'est-ce que vous pensez du fait que, justement, M. Carney a décidé d'aller de l'avant avec cette entente, sachant très bien que ça pourrait l'aliéner de l'aile plus progressiste de son caucus, et il devait peut-être s'en douter que M. Guilbeault lui saluerait et claquerait la porte? Oui, bien, disons qu'il s'est fait demander aujourd'hui là, par les journalistes est-ce qu'il tenterait de retenir Stephen Guilbeault. Il n'a pas voulu répondre. Donc, visiblement, ce premier ministre-là prend des décisions, il casse des œufs, il fait des omelettes. Voilà. Donc, il a cassé un œuf aujourd'hui. Mais je vois aussi peut-être un manque d'expérience politique de la part de M. Carney, parce qu'effectivement, il aurait quand même pu avoir certaines conversations, parler à la Colombie-Britannique. C'est quand même une entente là, dont on a complètement ignoré la Colombie-Britannique là-dedans, les Premières Nations côtières. Donc, vraiment, je pense que ça va avoir des conséquences politiques assez drastiques. Et je pense que Stephen Guilbeault, jusqu'à maintenant, était la conscience environnementale du parti, tant pour Justin Trudeau que Mark Carney. Mais là, il est à l'extérieur du cabinet, il reste député, mais il pourra quand même, comme on le veut aujourd'hui, critiquer le gouvernement à l'avenir. Donc, je pense que ce sera là, ce sera assez difficile, je pense, pour M. Carney. Boris, votre réaction au départ de M. Guilbeault, parce que sûrement il devait quand même se douter du contenu du protocole d'entente. Il a attendu jusqu'à... C'était quoi, 17? Oui, exactement, juste avant que les émissions entrent en ondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je ne peux pas dire que je suis très surpris, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que M. Guilbeault reprenait, disons, la parole environnementale. Mais il était questionné là-dessus par les journalistes très souvent, étant donné son passé, étant donné son rôle de ministre de l'Environnement très connu de Justin Trudeau. Et en début de session, il nous disait qu'un oléoduc, c'était inutile, un nouvel oléoduc, on s'entend. On sent qu'il s'est peut-être fait taper sur les doigts, mais là, après, ça a été une succession, si on veut, de reculs environnementaux de la part du gouvernement Carney. Donc, ça fait beaucoup de couleuvres à manger pour quelqu'un de la trempe de M. Guilbeault qui... comme disait Catherine, est la figure environnementale du gouvernement Trudeau et portait aussi ça. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y en aura d'autres qui pourraient emboîter le pas à Stephen Guilbeault? On parle beaucoup de M. Guilbeault au Québec, mais on sait que ça crée aussi certaines inquiétudes en Colombie-Britannique chez les troupes libérales. Donc, est-ce qu'il y a des députés libéraux aussi qui vont se sentir dégagés maintenant que M. Guilbeault a posé ce geste, qui est quand même dramatique? Il reste au sein du caucus libéral, donc le caucus ne perd pas d'appui pour les votes de confiance, mais est-ce que des députés libéraux pourraient peut-être élever la voix en Colombie-Britannique parce que, justement, le premier ministre Carney n'a pas consulté la Colombie-Britannique avant de conclure cette entente avec l'Alberta?
Catherine, qu'est-ce qu'on doit penser du processus? Parce qu'évidemment, tout ça manque de consultation. Il n'y a pas de promoteur privé. Croyez-vous que ce pipeline va vraiment voir le jour? C'est vraiment pas clair. Pour l'instant, là, je suis plutôt d'accord avec le premier ministre David Eby. C'est un pipeline imaginaire en ce moment. C'est pas un vrai projet. Et je pense que, bon, quand même, la critique est assez valide à savoir que c'est comme un... Dans le fond, ça va venir sucer toute l'énergie. On ne va que parler de ce pipeline qui n'a pas de promoteur privé. Donc, c'est ça. Je comprends ces intentions-là. Je comprends que M. Carney a voulu faire plaisir à Mme Smith, a voulu tenter de trouver une entente, justement, pour qu'il y ait une meilleure entente entre Ottawa et l'Alberta. Mais visiblement, ça a des conséquences politiques. Et puis, je pense qu'on va les voir là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais Boris, comment est-ce qu'on doit comprendre ce calcul politique de la part de M. Carney? Parce que quand même, ça va venir monopoliser toute l'attention, comme Catherine le mentionnait. C'est pas clair que ça va vraiment faire quoi que ce soit pour apaiser le sentiment indépendantiste en Alberta. Bien, c'est sûr qu'il avait promis en campagne électorale faire du Canada une superpuissance énergétique, ne plus se demander si on doit construire, mais comment on doit construire. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne nous avait pas prévenus. Il ne nous a jamais dit qu'il ne construirait jamais de pipeline. Bien au contraire, il disait toujours, ben peut-être, mais avec tel ou tel paramètre. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sûr que oui, ça va plaire à l'Alberta, mais ça va faire tellement de mécontents pour un projet qui, finalement, non seulement c'est pas clair quand il va voir le jour, mais vraisemblablement que le contexte qui a changé, le contexte de Donald Trump et des menaces envers le Canada, ça va aussi être déjà passé au moment de la réalisation de ce projet-là. On construit un pipeline, pas pour les 2-3 prochaines années, mais pour les 20 prochaines années. Et où va être la situation énergétique mondiale? Est-ce qu'on va encore avoir besoin des sables bitumineux concrètement là, pour les exporter vers l'Asie? C'est contre-productif par rapport à l'accord de Paris, c'est évident. Donc, je vais donner cette annonce aujourd'hui. Est-ce que ça va repositionner M. Carney comme un leader libéral fort ou est-ce que ça risque de fragiliser au sein de soit son caucus ou même au sein de la population? C'est sûr qu'il perd des groupes environnementaux qui auraient été tentés de l'appuyer et on va pouvoir, ces groupes environnementaux vont pouvoir décrire M. Carney comme étant Stephen Harper, Mark Carney, même combat, celui en faveur des pipelines. Parce que M. Carney est arrivé sur la scène politique avec sa cape de monsieur qui livre la bataille contre les changements climatiques. C'est un ancien envoyé spécial des Nations unies sur les changements climatiques. Il a convaincu des grandes institutions bancaires de financer des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Mais voilà que maintenant, une de ses priorités depuis qu'il est premier, c'est de faire en sorte que réunir les conditions pour permettre à l'Alberta de construire un pipeline. Ça va à l'encontre de ce qu'on a connu de Mark Carney dans le passé, quand il était loin du podium politique. Maintenant qu'il est sur la scène politique, il agit comme un progressiste conservateur, si on peut dire. Plus conservateur aujourd'hui. Bien, justement, Catherine, qu'est-ce que ça représente, cette opportunité pour les partis d'opposition? Comment est-ce qu'ils vont réagir, vous pensez, au cours des prochains mois? Je pense que c'est une opportunité pour le NPD de vraiment dire qu'ils sont la voie progressiste. D'ailleurs, en Colombie-Britannique, il faut le rappeler. Le NPD, c'est une de ses forces et ça demeure la Colombie-Britannique. Oui, tout à fait. Et je pense que ça va... D'ailleurs, là, je pense qu'il y a beaucoup de députés libéraux en Colombie-Britannique qui se demandent s'ils pourront se faire réélire la prochaine fois ou s'ils pourraient perdre aux mains du NPD. Mais pour ce qui est des conservateurs, je trouve que c'est excessivement difficile pour eux parce qu'ils sont d'accord avec ça. C'est ce qu'ils voulaient voir. Et sincèrement, je pense qu'on aurait pu voir cette entente-là d'un premier ministre, Pierre Poilievre également. Donc aujourd'hui, quand on leur posait la question, ils ne voulaient pas trop parler ou c'était un peu positif. Et puis, il y a même une députée qui a dit, là, si Danielle Smith est contente, je suis contente. Alors, on voit que vraiment, c'est peut-être, je pense, une opportunité pour le NPD, mais en même temps, je trouve que c'est difficile pour Pierre Poilievre et ses troupes conservatrices. Catherine Lévesque, Joël Denis Bellavance, Boris Proulx, on y voit toujours plus clair avec vos explications. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci.